Pendant un demi-siècle, le Sahel a empilé des rapports, des promesses et des missions venues d'ailleurs avant que, en 48 heures, l'équation ne se renverse. Là où l'on parlait d'assistance, d'échec et de dépendance, une coalition conduite par Ibrahim Traoré au Burkina Faso impose soudain son propre tempo militaire et politique. Pour ceux qui suivent le Burkina Faso News à distance, que change vraiment ce moment où Ibrahim Traoré refuse de déléguer la survie de sa région à d'autres? Et si ce basculement brutal n'était pas un épisode isolé, mais le début d'une méthode nouvelle que beaucoup n'ont pas encore pris au sérieux? Ce récit n'est pas une simple chronique de bataille. Il cherche à comprendre pourquoi, cette fois, une région longtemps traitée en terrain d'assistance a réussi à définir seule le champ de bataille. Pour le spectateur qui découvre l'Ibrahim Traoré Burkina Faso au détour des titres, l'enjeu est clair. Saisir ce qui se joue quand une décision redevient locale et ce que cela implique pour d'autres pays habitués à attendre des solutions extérieures. Car si cette victoire d'octobre 2025 reste un cas isolé, elle nourrira surtout un mythe de coup d'éclat, sans impact durable sur la manière dont le Sahel pense sa sécurité. Mais si les données, les méthodes et la parole des acteurs locaux s'installent, alors l'expérience portée par Ibrahim Traoré devient un précédent politique, militaire et symbolique. C'est ce fil que la vidéo promet de suivre. Des salles de renseignement de Bamako aux drones conçus à Niamey, jusqu'au village où les radios locales supplantent les bulletins venus de loin. La mini-révélation tient en deux chiffres simples. En moins de 48 heures, une alliance sahélienne a renversé un rapport de force présenté comme figé depuis des années. Et elle l'a fait sans aucune structure extérieure pour piloter l'opération. Jamais, depuis plus d'un demi-siècle, le Sahel n'avait revendiqué une réponse autonome de bout en bout, de la détection de la menace jusqu'au tir final. Pour mesurer ce basculement, il faut remonter au jour qui précède l'aube du 2 octobre 2025. Dans les centres de renseignement maliens, les signaux faibles s'accumulent: mouvements de motos, dépôts de carburant, variations dans les communications codées annonçant une offensive majeure de GNIM. Autrefois, ces indices lançaient une chaîne lente: demande de validation, consultation d'experts extérieurs, attente d'un feu vert venu de très loin. Cette fois, la boucle reste régionale. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit ses officiers dans une salle nue, presque sans décor, et prononce une consigne courte: nous définirons le champ de bataille. La phrase est minuscule en apparence, mais elle renverse des décennies de réflexes conditionnés. Pendant des années, les opérations sahéliennes dépendaient d'architecture logistique et de cadres doctrinaux importés. Les missions extérieures promettaient stabilité et expertise, mais elles laissaient derrière elles des villages détruits, des familles déplacées et plus de 2,5 millions de personnes déracinées. Les chiffres circulaient comme des écrans, incapables de traduire la lassitude et le besoin de dignité qui montaient lentement. C'est dans cette fatigue accumulée que s'ouvre une brèche, l'idée que la victoire ne viendra plus d'un appui extérieur, mais d'une réinvention interne. À partir de là, le projet prend forme: créer des réseaux chiffrés locaux, former des ingénieurs, cartographier les fréquences critiques. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme suiveur, devient, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le cœur battant d'une coordination nouvelle, souterraine, patiente, qui prépare l'offensive d'octobre 2025. Au centre de ce dispositif naissant se trouve un personnage qui refuse autant le rôle d'homme providentiel que celui de simple exécutant: Ibrahim Traoré. Son parcours n'est pas raconté comme une légende héroïque, mais comme celui d'un soldat façonné par les échecs répétés de son pays et par la sensation concrète de perdre le contrôle de son propre territoire. Plutôt que des tribunes et des déclarations spectaculaires, il privilégie des réunions dans des pièces presque vides,
où la hiérarchie se resserre autour de quelques décisions clés. Là, il rappelle à ses commandants qu'on ne partage pas seulement la douleur, mais aussi le commandement. Cette logique déplace la responsabilité. Elle descend au niveau de ceux qui affrontent chaque jour la réalité du terrain, plutôt que de remonter vers des salles de réunion lointaines. Les communications, autrefois dépendantes de réseaux externes, basculent vers un système chiffré conçu à Bamako. Les drones assemblés à Niamey entament leur vol d'essai guidés par des ingénieurs qui n'ont jamais quitté la région. Dans les villages frontaliers, cette transformation technique se traduit par un changement discret mais profond. Les habitants se mettent à écouter davantage les radios locales que les bulletins étrangers. L'information redevient un bien commun plutôt qu'un miroir déformant tenu à distance. La question implicite émerge alors. Que devient une région lorsque sa propre voix recommence à lui être audible? Le déclencheur opérationnel survient peu avant l'aube du 4 octobre 2025 dans une tente de commandement plantée près de la frontière nigérienne. Ibrahim Traoré se tient aux côtés d'officiers maliens, nigériens et burkinabés face à un écran vacillant qui déroule les derniers mouvements ennemis. Il n'y a ni traducteur, ni superviseur extérieur, ni voix lointaine pour imposer l'allure. Seulement un silence dense, presque cérémoniel, avant l'impact. À 4h30, un ordre bref traverse les radios. Nous définissons le champ de bataille. Avec cette phrase, la logique opérationnelle bascule d'un seul coup. La phase d'activation se déploie d'abord dans le ciel. Les premiers drones conçus localement, guidés par des ingénieurs restés sur leur sol, survolent les dunes. Sur leurs écrans apparaissent des signatures thermiques mouvantes, taches lumineuses sur un sable qui semble figé. La précision qu'ils offrent à l'Alliance n'était jusque-là accessible qu'à des puissances extérieures. 25 minutes plus tard, l'apex de l'opération est atteint. Les couloirs aériens sont balisés, les points de passage identifiés, les dépôts de carburant repérés. À 5 les batteries du Burkina Faso rugissent. 3 salves successives déchirent la nuit, pulvérisant les motos ennemies, incendiant les stocks de carburant, détruisant les tentes de commandement. La manœuvre a été préparée pendant des mois et compressée en 72 heures. Au sol, les unités nigériennes avancent, appuyées par un flux continu d'images. Elles ne suivent plus un plan conçu ailleurs, mais le leur, ajusté en temps réel au relief, aux hameaux, aux couloirs de fuite possibles. Les équipes maliennes referment progressivement la NAS grâce à leurs drones, en guidant des frappes ciblées qui surprennent même certains observateurs régionaux. La troisième phase, la phase de réverbération, dépasse largement le champ de bataille immédiat. À midi, la colonne principale adverse est aveugle, coupée, désorientée, incapable de coordonner une contre-attaque cohérente. Les regroupements improvisés sont immédiatement détectés, puis dispersés. Dans les villages, habitants et déplacés se réveillent au son des explosions. Pour la première fois depuis longtemps, la peur change de camp. Une phrase commence à circuler. La terre elle-même se bat. Cette perception transforme l'opération militaire en récit partagé. À Tindiban, au crépuscule, la fumée recouvre encore les ruines des positions ennemies, amas de métal fondu. Les soldats restent silencieux, épuisés, conscients d'avoir effacé en 48 heures 20 années d'humiliation accumulées. Ils ne célèbrent pas repas, ils mesurent, et c'est dans cette retenue que se joue le tournant. La victoire cesse d'être un spectacle pour redevenir une compétence collective. Pendant longtemps, la baseline opérationnelle du Sahel était connue et rarement contestée. Entre la détection d'une menace et une riposte coordonnée, il fallait des semaines, parfois davantage. Les délais s'allongeaient à mesure que les niveaux de validation se multipliaient, chaque échelon ajoutant une couche d'incertitude. En octobre 2025, la Delta s'impose brutalement.
72 heures séparent les premiers signaux faibles de la séquence intégrée qui neutralise la colonne adverse. Ce n'est pas seulement une prouesse technique, c'est un changement de mode opératoire. Le premier dépasse les 120 positions ennemies neutralisées. Il ne traduit pas une brutalité accrue, mais une synchronisation fine entre drones maliens, batteries burkinabé et unités blindées nigériennes. Chaque frappe est inscrite dans une chorégraphie régionale qui limite les redondances, évite les tirs dispersés et concentre l'effort là où il produit d'un effet durable. Le deuxième chiffre, un taux de perte civile inférieur à 3%, contredit d'une partie des discours qui annonçaient le chaos dès que le Sahel agirait sans supervision extérieure. Il ne signifie pas que la guerre devienne propre. Il montre qu'une alliance sahélienne peut intégrer des contraintes de protection des populations sans renoncer à l'efficacité. Ce résultat repose sur la connaissance fine des villages, des itinéraires de fuite, des zones sensibles identifiées par ceux qui y vivent. Le troisième chiffre, environ 600 km de zones traitées en moins de 2 jours, indique qu'une coordination régionale peut fonctionner à grande échelle sans recourir à des architectures technologiques importées. La couverture est obtenue grâce à un maillage de réseaux chiffrés locaux, de relais improvisés et de protocoles intégrés, plutôt qu'à un système unique centralisé. Derrière ces nombres, l'enjeu est autant cognitif que matériel. Dans les salles techniques de Ouagadougou ou de Bamako, les ingénieurs évoquent la baseline et la delta avec leurs propres termes. Les données qu'ils produisent, interprètent et transforment en décisions ne dépendent plus des bailleurs internationaux. Cette autonomie cognitive représente un saut qualitatif rarement mesuré, mais décisif. En pratique, elle permet de réduire les coûts, de raccourcir les délais et d'éviter les couches intermédiaires où se perdent souvent information et responsabilité. Les unités burkinabées s'ajustent en temps réel aux images fournies par les équipes maliennes. Les unités nigériennes, souvent en première ligne au sol, bénéficient d'une cartographie dynamique mise à jour toutes les quelques minutes. Le tout ne fonctionne pas comme un patchwork improvisé, mais comme un protocole intégré dont Ibrahim Traoré devient le garant politique et symbolique. C'est là que le nom d'Ibrahim Traoré quitte la simple rubrique Ibrahim Traoré Interview pour incarner une maîtrise régionale de la donnée et du terrain. L'une des critiques majeures adressées à l'offensive d'octobre 2025 vise précisément la méthode choisie par Ibrahim Traoré et ses alliés. Selon cette lecture, le Burkina Faso aurait misé sur une démonstration de force pour asseoir sa souveraineté au risque de précipiter une militarisation durable de la politique. Dans un contexte déjà marqué par les coups d'État, l'insécurité chronique et les tensions sociales, faire de l'outil militaire le levier principal de reconquête serait, pour ces observateurs, une fuite en avant. Ils redoutent que l'alliance sahélienne n'installe une forme de contrôle autoritaire légitimé par la menace, avec peu d'espace pour la contestation interne. Le second argument concerne l'isolement international. En assumant une autonomie opérationnelle, le Sahel s'exposerait à des sanctions, à des réductions d'aide et à une marginalisation diplomatique. Les États de l'Alliance des États du Sahel risqueraient, selon cette analyse, de se retrouver enfermés dans une posture défensive, forcés de renforcer constamment leur appareil sécuritaire pour compenser la perte de soutiens extérieurs. Ces critiques ne sont pas balayées d'un revers de main dans les faits rapportés sur le terrain. La vitesse de mise en place des réseaux chiffrés locaux, des drones fabriqués à Niamey, des protocoles testés à Bamako montre que la réponse sahélienne n'est pas improvisée. Elle s'appuie sur des solutions autonomes, construites sans recours systématique à l'aide extérieure. Les pertes civiles limitées en dessous de 3% offrent un élément supplémentaire. Elles ne prouvent pas que tout soit sous contrôle,
mais elles rendent plus difficile l'assimilation automatique entre autonomie militaire et chaos opérationnel. L'alliance des États du Sahel démontre qu'il est possible d'articuler efficacité et responsabilité, même sous pression. La véritable question n'est donc pas de savoir si la victoire est propre ou parfaite, aucune ne l'est, mais qui définit les critères de durabilité. Est-ce que ce sont les acteurs extérieurs qui évaluent de loin, ou ceux qui, comme Ibrahim Traoré, assument les conséquences directes de leurs décisions sur le terrain? Au milieu du récit, une ligne s'impose. La terre elle-même se bat. Cette phrase, murmurée dans les villages proches des zones de combat, condense la révélation du midpoint. La victoire n'appartient plus seulement aux états-majors, elle est ressentie comme un mouvement collectif. Dans cette phase, le regard se déplace des salles de commandement vers les communautés. Les soldats burkinabés, maliens et nigériens avancent non pour exécuter un plan dicté de l'extérieur, mais pour accomplir une tâche conçue et les assumer chez eux. Les les jeunes ingénieurs du Sahel, qui auraient pu se contenter de sous-traiter des solutions importées, créent leurs propres outils, fabriquent leurs drones, mettent en place leur réseau. Pour ceux qui suivent de loin l'actualité sous l'angle Burkina Faso News, ce détail peut paraître secondaire. Pour ceux qui vivent sur place, il marque une rupture intime, la sensation d'être à nouveau acteurs de leur destin. Ibrahim Traoré devient alors moins un symbole abstrait qu'un point de ralliement pour cette idée simple. Si la douleur peut être partagée, le commandement peut l'être aussi. Le midpoint n'est pas l'apogée de la puissance, mais le moment où une région commence à se voir autrement. Les effets de la victoire d'octobre 2025 ne se limitent ni aux cartes militaires, ni aux communiqués officiels. Ils s'inscrivent dans 4 ensembles qui structurent la vie du Sahel: les nations, les déplacements, les nationalités et les communautés villageoises. Pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'impact immédiat est un repositionnement sur la scène internationale. Ces États, longtemps perçus comme des sujets passifs des grandes puissances, démontrent qu'ils peuvent se défendre sans attendre un dispositif étranger prêt à l'emploi. Le retour des diplomates africains dans leur capitale signale une première victoire politique. L'agenda sahélien cesse d'être dicté de l'extérieur. Pour Ibrahim Traoré, cela signifie qu'il ne porte pas seulement une fonction nationale, mais également une responsabilité régionale qui est observée bien au-delà des frontières de l'Alliance. Plus de 2,5 millions de déplacés commencent à envisager un retour, là où les conflits avaient laissé des stigmates profonds. Les routes redeviennent progressivement praticables, les convois humanitaires modifient leur trajet, les terres agricoles sont lentement remises en culture. Les écoles improvisées accueillent à nouveau des enfants formés par des enseignants locaux qui reprennent en main l'éducation d'une région longtemps laissée pour compte. La sécurité n'est pas totale, mais le sentiment d'insécurité qui paralysait les mouvements s'allège. Au sein des populations burkinabées, maliennes et nigériennes, le rapport à la nation se transforme. Au lieu de se percevoir comme des périphéries dépendantes de structures internationales, de nombreux citoyens se reconnaissent dans une identité renforcée par une réussite collective. Les symboles nationaux, drapeaux, hymnes, références partagées, gagnent une place visible dans la vie quotidienne. Le nom d'Ibrahim Traoré s'y associe non comme icône figée, mais comme incarnation d'une souveraineté assumée. C'est à ce niveau que le changement prend parfois une dimension presque spirituelle. Les villages, autrefois pris dans le cercle des départs forcés et de la dépendance humanitaire, peuvent envisager de redevenir des lieux d'ancrage. Les radios locales racontent les exploits des jeunes qui ont conçu les drones, les projets agricoles relancés grâce à des fonds locaux, les coopérations entre communautés. Les valeurs de solidarité sont réaffirmées, non dans les slogans, mais dans des gestes concrets de reconstruction. Pour un regard extérieur,
Ce tableau peut sembler modeste à côté des grands indicateurs stratégiques. Pour ceux qui reviennent travailler la terre de leurs ancêtres, il marque le début d'une renaissance où l'expérience d'Ibrahim Traoré devient l'un des repères d'un imaginaire commun. Les 6 à 12 mois qui suivent la victoire d'octobre 2025 ouvrent 3 trajectoires possibles pour le Sahel, sans qu'aucune ne soit écrite d'avance. Scénario de base. Consolidation pragmatique. Dans la version la plus probable, les 3 États de l'Alliance des États du Sahel poursuivent leur coopération militaire tout en renforçant leurs bases économiques. Le modèle de défense locale, éprouvé par l'offensive, se consolide dans des institutions régionales chargées de la gestion de crise et de la coordination. Si les réformes destinées à accroître l'autosuffisance en ressources sont menées avec constance, le Sahel peut se stabiliser progressivement. Si, au contraire, la fatigue liée au combat et les tensions sociales ne sont pas prises en charge, le risque est de voir l'élan initial s'éroder. Scénario optimiste. Expansion de l'influence régionale. Dans cette trajectoire, d'autres pays africains s'inspirent du modèle AES. Si des partenariats sud-sud se multiplient en cybersécurité, technologie et logistique, le Sahel peut devenir un pôle de coopération régionale. Si les sanctions s'allègent à mesure que les résultats se confirment, l'Alliance obtient des marges de manœuvre nouvelles pour négocier des accords sur ses propres termes. Dans ce scénario, le nom d'Ibrahim Traoré circule autant dans les débats africains que dans les rubriques Ibrahim Traoré interview des médias internationaux. Scénario pessimiste, fracture et désunion. Une troisième voie, plus sombre, verrait les tensions politiques internes miner l'unité de l'Alliance. Si les campagnes de désinformation, parfois alimentées de l'extérieur, parviennent à attiser les peurs autour d'un autoritarisme croissant, la cohésion pourrait se fissurer. Si les alliés internationaux se détournent brusquement sans transition, l'isolement économique et diplomatique freinerait les ambitions régionales. La recommandation n'est pas de choisir un scénario comme une prophétie, mais de garder une boussole, préserver la cohésion interne, intégrer les populations locales, maintenir un leadership capable d'arbitrer sans se couper du dialogue. Pour ceux qui regardent cette histoire depuis d'autres continents, la victoire sahélienne pose une question plus large que celle des frontières du Burkina Faso. Pour un premier groupe de spectateurs, souvent lassés par la répétition des crises, l'exemple d'octobre 2025 offre une forme de respiration. Si une région que l'on disait condamnée à l'assistance peut redéfinir seule son champ d'action, alors l'impuissance n'est plus un horizon inévitable. Sans idéaliser Ibrahim Traoré, il voit dans son choix de partager la douleur et le commandement une manière de redonner du poids à l'initiative locale. Un deuxième groupe, plus proche des institutions ou des partenaires extérieurs, y décèle une opportunité. Si l'on cesse de penser en termes de tutorat permanent pour privilégier la co-construction, soutenir des modèles comme celui du Sahel devient une façon de stabiliser durablement la région. Il ne s'agit plus d'apporter des solutions toutes faites, mais de renforcer les capacités qui existent déjà. Un troisième groupe, enfin plus sceptique, peut y trouver matière à déclarer, à réflexion sur la souveraineté. Si l'on accepte que l'autonomie ne soit ni un slogan, ni une rupture brutale, mais un processus graduel, alors l'expérience sahélienne sert de laboratoire, avec ses réussites et ses zones d'ombre. Pour les jeunes générations, dans le Sahel comme ailleurs, ce récit montre qu'il n'existe pas de trajectoire prédéfinie. L'indépendance n'est pas un état figé, mais une série de décisions concrètes, parfois imparfaites, parfois risquées, que des acteurs comme Ibrahim Traoré doivent assumer au grand jour. Transformer une victoire en modèle durable suppose plus qu'un souvenir glorieux.
Dans le cas du Sahel, le plan esquissé après octobre 2025 s'articule autour de plusieurs étapes concrètes où chacun sait qui fait quoi, quand et avec quels repères de mesure. Première étape, consolidation de la défense. Les académies militaires communes du Burkina Faso, du Mali et du Niger formaient une nouvelle génération d'officiers. Leur réussite ne se mesure pas seulement au diplôme, mais à la capacité de déployer rapidement des forces locales en réponse à des menaces identifiées. Deuxième étape, sécurisation de l'économie. Troisième étape, maîtrise des technologies. Le Sahel investit dans ses propres outils en cybersécurité, logistique et communication. Le nombre de technologies conçues et déployées localement, ainsi que leur efficacité en temps réel, devient un baromètre de progrès. Quatrième étape, reconnexion des communautés. Des programmes d'échange civil et culturel entre communautés frontalières visent à réduire les tensions héritées de la guerre. Le succès se lit dans le nombre d'initiatives menées à terme et dans le sentiment d'appartenance renforcé, mesuré sur le terrain. Cinquième étape, institutionnalisation de la souveraineté. Un conseil permanent de l'AES, autonome, gère les crises, la diplomatie et les infrastructures communes. Au fil de ces étapes, le rôle d'Ibrahim Traoré consiste moins à décider de tout qu'à maintenir la cohérence d'ensemble. L'image qui reste n'est pas celle d'un défilé triomphal, mais d'une salle simple à Ouagadougou, presque vide, où quelques officiers entourent leur chef. Ibrahim Traoré y prononce une phrase sobre: si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement. Ce n'est pas un slogan destiné aux caméras, mais un fil conducteur qui traverse la suite des événements. Dans les semaines qui suivent, ce principe se prolonge jusque dans les champs où les premiers signes de stabilité réapparaissent. Les jeunes reviennent travailler la terre de leurs parents, non pas parce que tout danger a disparu, mais parce qu'ils sentent que leur présence compte. La terre, que certains décrivaient seulement comme un décor de guerre, devient à nouveau un espace de projet. La phrase entendue dans les villages, la terre elle-même se bat, prend alors un sens plus calme. Elle ne renvoie plus seulement à la violence des combats, mais à la capacité d'un peuple à se relever sans attendre une permission extérieure. En ce sens, ce que réalise Ibrahim Traoré dépasse un résultat militaire. Il ouvre un imaginaire où la souveraineté cesse d'être une chimère lointaine pour redevenir un horizon accessible. Pour les observateurs extérieurs, l'expérience sahélienne ne se résume ni à un modèle à copier, ni à un avertissement à brandir. Elle invite surtout à revoir la manière dont on parle de dépendance et d'autonomie, en Afrique comme ailleurs. Le Sahel, longtemps décrit comme voué à l'assistance humanitaire, se présente désormais comme un acteur qui définit ses priorités. Le nom d'Ibrahim Traoré, associé au Ibrahim Traoré Burkina Faso dans les fils d'actualité, devient l'un des symboles de cette prise en main. Derrière lui, ce sont des ingénieurs, des soldats, des communautés villageoises qui expérimentent chaque jour ce que signifie vivre avec moins de tutelle extérieure. La question qui demeure ouverte est aussi simple que difficile. Quel modèle d'indépendance souhaite-t-on voir émerger dans le monde? Une coopération partagée où les décisions circulent vraiment dans les deux sens, ou des reprises en main locales comme celle du Sahel, observées avec prudence mais prises au sérieux? À vous de décider comment cette révolution sahélienne résonne avec vos propres références et ce que vous attendez demain des histoires qui porteront l'étiquette Burkina Faso News ou d'autres régions jugées trop vite condamnées